Moi, je préfère largement partir d'une feuille blanche que de partir d'une personne qui a déjà construit sur quelque chose de faux en fait. Parce que déconstruire un geste, c'est très compliqué. Les gens qui ont peur de se noyer, les gens qui retiennent leur respiration, les gens qui ont l'impression de s'étouffer dans l'eau ou de couler tout le temps, je suis pas sûr qu'ils se fassent très plaisir. Le meilleur outil de l'entraîneur, c'est la gomme. Bonjour et bienvenue sur Swim Smart, le podcast qui t'aide à reprendre le contrôle de ta natation et à te donner les moyens de répondre aux fameuses 3 questions. Aujourd'hui, je nage quoi, pourquoi et comment. Ici, on ne cherche pas de recettes magiques, on cherche à comprendre ce qu'on fait dans l'eau, pourquoi on le fait et comment progresser sans se perdre. Et aujourd'hui, j'échange avec Yves-Antoine Guigou. Alors c'est un ancien athlète de haut niveau en sauvetage sportif, entraîneur en natation, en triathlon, formateur et passionné de transmission. Avec Yves-Antoine, on parle de pédagogie, d'excellence, de base technique et de ce que ça change vraiment quand on prend le temps de comprendre le milieu aquatique. On parle d'enfants, d'adultes, de performance, de plaisir et de cette idée essentielle, prendre le temps au début, ce n'est pas reculer, c'est gagner du temps pour la suite. Si tu nages, si tu veux nager ou si tu veux arrêter de lutter dans l'eau, cet épisode est pour toi. Et la fin d'année 2025 approche. Si tu veux préparer 2026, construire ta natation sereinement, inscris-toi au Priv Swim Smart. C'est gratuit, tu te désabonnes quand tu veux et je t'envoie des conseils concrets directement applicables dans ta boîte mail. Le lien est en description. Et en description, tu trouveras aussi tous les liens que l'on va évoquer dans l'épisode, dans l'échange avec Yves-Antoine. Je te souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin d'année et bonne écoute. Bonjour Yves-Antoine, bonjour, comment vas-tu ? Bonjour Théo, très bien, et toi ? Ça va, je te remercie. Il fait froid, on est à la fin de l'année, on commence à préparer 2026. Je suppose que toi aussi tu prépares l'année qui arrive. Alors moi j'ai la chance de vivre un peu dans le sud de la France et on a un peu moins froid cette semaine. On a du gros soleil donc on en profite un petit peu. On profite de cette chance-là, mais c'est vrai qu'on commence à préparer la prochaine saison. Moi j'interviens dans les clubs donc forcément la saison elle a déjà bien démarré. Certains ont fait une petite pause à un moment donné, moi-même aussi. Et là ça redémarre un peu plus costaud pour que en janvier, après les fêtes là, ça puisse vraiment enclencher sur 2026. Trop bien. Avant de se lancer dans le vif du sujet, je commence toujours par la même question. Est-ce que tu connaissais Swim Smart avant que je t'en parle et qu'on prépare cet échange, ou est-ce que tu l'as découvert avec mon message ? Je l'ai découvert avec ton message parce que moi sur les réseaux, je suis essentiellement des personnes que je connais. Ça peut paraître un peu étonnant, mais j'aime bien garder malgré tout ce lien. Je suis peut-être un peu old school en mode Facebook, t'es ami, tu te connais, etc. Et sur Instagram, j'ai gardé ça aussi. Suivre mes équipes sportives préférées, les petits trucs comme ça, mais voilà, ça va être assez limité. Et du coup, c'est vrai que je traîne pas trop sur les plateformes, sur les podcasts et tout ça. J'ai eu la chance d'échanger avec Hermano il y a quelques mois sur son podcast de triathlon du coup, sur devenir triathlète et du coup c'est lui qui nous a mis en contact. Et voilà, après c'est toujours une découverte pour moi et aussi un lieu pour pouvoir échanger et faire découvrir un petit peu nos passions aux personnes qui peuvent être intéressées. Top. Oui, c'est Hermano qui nous a mis en contact. D'ailleurs, je vais le voir la semaine prochaine. Hermano, je vais lui faire coucou au Luxembourg la semaine prochaine. Donc, pour te présenter brièvement, Swim Smart, c'est un podcast où j'essaye de permettre à l'adulte actif de mettre ou remettre la natation dans sa vraie vie. Parce que c'est vrai qu'avec toutes les sursollicitations qu'on a, c'est toujours compliqué de nager. Et donc, moi, mon but, c'est d'essayer de lui donner les moyens de répondre toujours à ces fameuses 3 questions. Aujourd'hui, je nage quoi, pourquoi et comment. Toi, en termes de vie très active, tu te places pas mal parce que tu as une multitude de casquettes. Est-ce que tu peux te présenter et présenter ces fameuses casquettes ici ? Je suis ancien athlète de haut niveau en sauvetage sportif, donc c'est un dérivé un peu de la natation.
Bon après dérivé de la natation, c'est pas forcément le bon mot, le bon nom non plus parce que finalement, si on regarde dans l'historique aux Jeux Olympiques, il y a déjà eu du sauvetage dans les années 1900. Donc du coup c'était vraiment assimilé proche de la natation et pour moi ça l'est toujours. Il faut être un bon nageur pour être un bon sauveteur. Donc voilà, ça c'est mon parcours sportif de base. Derrière j'ai eu cette envie de transmettre et du coup j'ai passé mes diplômes d'entraînement sportif. Donc du coup dans le milieu de la natation, puisque c'est l'activité de base, hein, malgré tout du sauvetage sportif. Donc j'ai un diplôme DE en natation course. J'ai entraîné du coup en natation et en sauvetage pendant 10-12 ans à peu près. J'ai monté un club de triathlon il y a 3-4 ans. Et du coup, j'encadre en triathlon également. J'ai passé mes brevets fédéraux, pardon, de triathlon pour pouvoir aussi encadrer ces activités-là. Et du coup, là, j'essaye de développer énormément cette partie-là à l'heure actuelle. Et parce que du coup, moi aussi, je suis passé par la pratique du triathlon il y a une dizaine d'années. Et j'ai eu la chance de pouvoir m'exprimer un petit peu aussi sportivement parlant à ce niveau-là. Et du coup voilà, c'est mes gros piliers, ça reste le sport et les activités aquatiques et les activités de performance chronométrées quoi. Donc ça va rester sur du triathlon, du cyclisme, de la course à pied et de la natation quoi. Donc un programme chargé. J'aimerais qu'on s'attarde un peu sur le sauvetage sportif parce que c'est pas courant. Déjà, toi, comment tu découvres cette discipline? Bah par hasard hein, parce que du coup moi j'ai appris à nager assez tard on va dire puisque j'ai appris à nager à 6 ans. Au début c'est pour apprendre à nager et à se sauver soi-même et du coup j'apprends à nager grâce à mes grands-parents à la Londe-les-Morts dans le Var pendant les vacances sur la plage, dans une piscine d'une dizaine de mètres, je pense, et après dans la mer directement. Donc mes premières brasses c'était là. Moi je nageais principalement sous l'eau et j'ai continué de nager un petit peu beaucoup sous l'eau parce qu'en sauvetage sportif on utilise ça beaucoup. Et quand moi j'étais originaire de région parisienne et quand je suis rentré j'ai été dans un club de natation qui s'est trouvé un club de sauvetage en fait, pour continuer à apprendre à nager, à apprendre à nager un peu mieux. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé à intégrer un groupe de compétition. Et après, voilà, ça a continué d'année en année. J'ai toujours aimé le sport depuis tout petit. Mais au début, il n'y avait pas forcément d'idée de performance ou de devenir un champion. Mais le sport m'a toujours animé, j'ai toujours aimé ça. Et en fait, ça m'est tombé un peu dessus comme ça du jour au lendemain. Comme les garçons de mon âge, finalement, bah voilà, 15-16 ans, on finit par par faire une poussée de croissance, être un peu plus fort, un peu plus costaud. Et puis d'un coup, c'est arrivé, le haut niveau est arrivé à moi. Je me rappelle d'une année être qualifié sur les championnats de France, je crois, aux alentours de la 20e place et finalement jouer le podium assez facilement, alors que j'avais rien changé à ma pratique Que, sportive. que du talent. Et du coup, voilà, je suis arrivé en équipe nationale assez vite. Et après, je suis parti au pôle national à Montpellier. Et voilà, j'ai fait beaucoup de bonnes rencontres. J'ai pu participer à de nombreux championnats internationaux aussi. Et finalement, bah, cette passion est toujours restée et le sauvetage est toujours resté très proche de moi. Et encore aujourd'hui, j'essaye de me battre pour conserver un développement de cette activité dans le département. Je suis engagé auprès de la Ligue régionale aussi pour le développement de la discipline sportive. Et j'accompagne encore certains athlètes de haut niveau dans leur démarche de performance. Voilà.
Du coup, ça ressemble à quoi une épreuve de sauvetage sportif? Je suppose que c'est pas des vrais noyés. Enfin, il n'y a pas un noyé par ligne d'eau et puis vous allez les sauver. Ça doit être un peu Alors, plus. étonnamment, comme je dis tout à l'heure, je suis de région parisienne, on pourrait se dire le sauvetage sportif, je crois que j'en ai déjà entendu parler, déjà vu et ça se passe en mer, ça se passe à la plage, etc. Et moi, je me retrouve en banlieue parisienne à pratiquer ce sport-là. Alors, faut savoir que du coup, on a la partie en piscine et la partie en mer. Mer, sable, parce que du coup, il y a aussi des courses sur le sable. Moi, je suis plus spécialiste de la partie en piscine, forcément, vu de là où je viens. Et du coup, on a 6 épreuves qui existent en piscine et 6 épreuves en mer pour essayer de d'équilibrer un petit peu les forces. Parce que faut savoir que de base, on est une discipline où chaque athlète doit participer à toutes les épreuves pour marquer des points et pour être le meilleur. En fait, il faut être le meilleur, le plus complet possible. Ces règles-là, elles ont un peu évolué. Le sport, s'est énormément développé. Et maintenant, on peut être spécialiste simplement d'une seule épreuve et c'est pas un problème. Donc du coup, en piscine, on a des épreuves avec palme et des épreuves sans palme. Donc on va avoir du 200 mètres obstacle, par exemple, donc avec un obstacle qui est placé à 12 mètres 50 du mur, qui fait 70-75 cm de profondeur. Ça, c'est une épreuve qui simule le passage de vagues, par exemple. C'est cette épreuve-là d'ailleurs qui était aux Jeux Olympiques en 1900 et 1904. Ensuite, on va avoir un 50 mètres mannequin qui est l'épreuve la plus rapide de la piscine et une épreuve qui semble naturelle en fait pour la plupart des gens puisque c'est celle qui va correspondre un petit peu à le sauvetage d'une personne au sauvetage d'une personne dans une piscine quoi. Ça c'est 25 mètres en crawl et 25 mètres en mannequin. On a une épreuve du coup qui s'appelle le combiné avec un 50 mètres en crawl et un 17 mètres 50 sous l'eau pour aller chercher une victime et ensuite le remorquer jusqu'aux 100 mètres. Après, on a un peu plus de 33 mètres de remorquage. Donc cette épreuve-là, c'est pour simuler s'il y a eu quelconque obstacle qui pourrait nous empêcher d'aller chercher une victime de suite. Il y a une apnée à faire, quoi, du coup, pour aller la chercher. Et ensuite, on a les épreuves de palme. Donc, on a le 100 mètres bouée tube. Donc, la bouée tube, c'est une bouée jaune, une genre de frite jaune que vous pouvez voir parfois au bord de certaines piscines et en mer aussi. Ça nous permet d'attacher les victimes quand elles sont conscientes et de les ramener en gardant leur voie respiratoire bien hors de l'eau. Donc voilà, il y a aussi un petit peu un geste technique. Euh, Tu l'as dit tout à l'heure, l'hiver est arrivé. Moi, j'apparente toujours ça un petit peu comme le biathlon. Le ski de fond et un peu la natation. Et le biathlon, c'est un peu le sauvetage, si vous voulez. C'est un petit peu ça. Il y a cette part de ludique, il y a cette part d'incertitude parce qu'il y a ces gestes techniques à réaliser. Et moi, c'est ça qui m'a toujours un peu plu. Et ce qui permet aussi un peu de rabattre les cartes et les forces, quoi. Parce que sinon, ça pourrait être toujours tout le temps la même chose. Là, au contraire, il y a quand même un peu de suspense. Ensuite, on a un mannequin palme, donc c'est une épreuve avec 50 mètres avec les palmes et 50 mètres avec le mannequin. Et du coup, la plupart du temps, à haut niveau, de toute manière, tout le monde fait le premier 50 mètres sous l'eau en ondulation. Donc il y a quand même une grosse part d'apnée aussi. C'est ce qui va plus vite hein, en allant sous l'eau, Ouais. donc ça fait un peu de spectaculaire. Et ensuite, pour moi, il y a l'épreuve reine, c'est le 200 super sauveteur. Et ça, en gros, c'est 75 mètres de crawl, 25 mètres de remorquage, et ensuite on met les palmes, on prend la bouée, et on fait 50 mètres pour aller chercher un autre mannequin, l'attacher et le ramener. Donc ça c'est une épreuve Un un peu condensé physique des aussi. autres épreuves. Oui, c'est un peu ça. On a un peu un mix entre un combiné et une bouée tube en gros, et ça me permet quand même de bien voir qui est le plus complet, qui est le qui est le plus aguerri quoi des sauveteurs. Donc ça c'est les épreuves en piscine. Après on a des relais aussi qui correspondent à ces épreuves-là. On va avoir un relais obstacle, on va avoir un relais mannequin, on va avoir des relais où chaque athlète vont nager une chose différente, sans rien, un avec les palmes, un avec un avec un mannequin plus les palmes, etc. Donc voilà, on a des relais mixtes aussi. On s'est ouvert à ces choses-là, et c'est une très bonne chose.
Et voilà, donc on a de quoi travailler. Ça nous fait quand même pas mal de petites choses à travailler. Ça offre des qualités pour la natation aussi, hein, parce que ça demande beaucoup de force, beaucoup d'appui. On est sans cesse en prise, il n'y a pas tellement de glisse. Avec le mannequin, ça freine quand même pas mal. Donc voilà, ça demande quand même certaines qualités. Et du coup, on n'est pas forcément non plus super fort en sauvetage quand on est très très bon nageur. Parfois, il y a quand même un petit temps d'adaptation à avoir. Et il y a pas mal d'athlètes français, d'athlètes olympiques français qui s'y sont essayés, certains avec beaucoup plus de réussite. Je pense à Magali Rousseau qui a été nageuse olympique à Pékin en 2008 sur le 200 papillons et qui a fait ses classes gentiment en sauvetage et qui a sans doute le plus beau palmarès du sauvetage français à l'heure actuelle et qui est, je crois, l'athlète la plus médaillée aux Jeux mondiaux. Donc c'est les Jeux olympiques des sports qui sont pas olympiques et qui a lieu aussi tous les 4 ans. Et voilà, je crois que c'est l'athlète la plus médaillée aux Jeux mondiaux. C'est une longévité et elle s'est vraiment mise au service de cette discipline. Elle l'a respectée, elle a fait le travail pour et du coup voilà, on peut aussi faire ce passage-là, cette passerelle-là. Il y a pas mal de podcasts aussi sur elle qui tournent sur ce sujet-là, pour ceux que ça intéresse. Du coup, tu as répondu à la question qui était après, qu'est-ce que ça t'amène en natation? Donc j'ai même plus besoin de travailler grâce à toi. Ah, Donc c'est très, donc c'est très désolé. bien. Ah bah non, non, et c'est mieux que ça vienne de toi et c'est encore mieux. Du coup, je suppose que on va en revenir plus tard, mais un des points fondamentaux pour l'enseignement, ça va être ce côté ludique qui là aide énormément à être motivé, à être challengé, etc. Oui, parce que va y avoir finalement on va retrouver toutes les parties techniques de natation, on va les retrouver. Les parties ludiques de natation, pour moi, ça va être le plongeon, ça va être la coulée, ça va être le virage. C'est ces petits affrontements qu'on peut faire sur 4-5 secondes d'effort qui vont être intéressants à des moments quand on travaille un peu plus techniquement, un peu plus en vitesse. Et à ça, on va venir agrémenter la mise de paires de palmes, par exemple, le plus vite possible, ou le ramassage d'un mannequin le plus vite possible, attacher une bouée autour d'un mannequin rapidement, etc. Enfin, moi, je me rappelle de concours qu'on faisait quand j'étais au pôle national, où vraiment, on pouvait vraiment passer beaucoup de temps à faire ça parce que c'est plaisant et en fait ça demande bon des qualités de concentration forcément et une technique et en fait il y a pas de chance. Souvent les plus jeunes ils nous disent oh mais j'ai pas eu de chance ou oh c'est un coup de chance. Non, il y a pas de chance, il y a que du travail. C'est comme si je dis aux biathlètes oh oui t'as eu de la chance, t'as mis les 5 balles dedans. Non, je pense qu'à mon avis ils ont quand même bossé pour le faire et et c'est pas de la chance parce que la cible elle est loin et voilà, faut pas se rater. Et bizarrement, le sport de haut niveau, c'est que ça, c'est que du travail, il y a pas de chance. Et en sauvetage, c'est ça aussi que j'aime bien. On est toujours hein, une activité qui est jeune, qui est en développement perpétuel, tant au niveau matériel que niveau technique. Les règlements s'allègent aussi au fur et à mesure des années. Et, euh, et du coup, ça nous permet de réinventer notre activité sans arrêt. Et c'est pour ça, je pense que j'ai jamais aussi quitté les bassins parce que je me suis jamais ennuyé. C'est-à-dire que les techniques que j'utilisais quand j'étais junior, elles n'existent plus. Quand j'étais senior, elles n'existent plus non plus. Et là maintenant, je suis master et il y a des trucs nouveaux. Et en fait, je continue à me faire plaisir, je continue à chercher. Et il y a des choses où je peux continuer à mettre en difficulté parfois les plus jeunes ou voire les meilleurs parce que c'est des petits trucs techniques et c'est ça qui est sympa quoi. Voilà. Et c'est régi par quelle fédération? Alors c'est régi par la Fédération française de sauvetage et de secourisme. Donc en France c'est la FF2S, c'est celle qui va gérer pas mal de postes de secours aussi. Donc c'est une fédération qui compte quand même beaucoup de licenciés. Elle forme au premier secours, elle forme au BNSSA, donc pour les surveillants de baignade. Elle a des formations BPGEPS aussi pour diplôme de maître nageur. Et du coup, elle fait énormément de postes de secours et elle a cette partie sportive qui existe.
Il y a 35 à 40 clubs français qui sont vraiment engagés dans la pratique et dans la pratique de performance, c'est-à-dire des clubs qu'on va retrouver sur des championnats nationaux. Donc voilà. Après, pour ceux qui seraient vraiment curieux, il y a généralement Sport Hall. C'est une plateforme de streaming qui retransmet des activités sportives de niveau national ou international en France. Parce que bah il y a pas toujours les droits TV, donc du coup c'est pas forcément toujours retransmis à la télé. Et ça permet parfois de, soit quand il y a les championnats, de le regarder en direct, mais ils gardent aussi les replays et du coup ça permet aussi aux gens de venir découvrir ces activités. De découvrir. Mais en parlant de découverte, en 2026, c'est un de mes objectifs, c'est d'aller, pour le podcast, d'aller nager dans ce genre de club. C'est des sports aquatiques vraiment, vraiment peu connus, vraiment peu médiatisés, histoire d'en faire parler. Donc, il est sur ma liste des sports que j'aimerais essayer en 2026, avec notamment le hockey subaquatique Ouais. et ce genre de choses, quoi. En Donc, fonction de là où tu es abonnez-vous si vous situé, voulez. je pourrais éventuellement t'aiguiller sur le club à aller solliciter pour tomber sur quelqu'un d'impliqué, passionné, aussi passionné que moi, si possible. Et, et ben avec grand plaisir. Euh, Maintenant qu'on a fait connaissance, on va parler du sujet actuel. C'est voilà, l'enseignement, la pédagogie et comment tu adaptes ta pédagogie à ton public. Parce que moi, je suis persuadé que c'est la clé pour que l'enseignement il se passe bien et surtout pour que l'apprenant ait envie de continuer. Déjà d'un point de vue général, comment toi tu vois la question? Et après, on verra concrètement comment tu l'as abordé au fil de ta carrière. Dans un premier temps, je pense que je fais partie des personnes qui ont une exigence assez haute à la base. Ça peut être parfois mal perçu, mal entendu, mais en fait, j'estime que la fondation, la base technique, c'est ce qu'il y a de plus important. Et en gros, quand on apprend à nager à un enfant de 4-5 ans, rien ne nous empêche de lui apprendre les bases correctement. Du coup, moi, je pars vraiment de ce principe-là. Je vais être entre guillemets intransigeant sur la manière dont on va donner l'enseignement, les premiers enseignements, les premières bases, ou au moins quand il y a un adulte qui vient. Voilà, j'ai eu la chance d'organiser quelques stages aussi de natation pour les adultes, un peu ouverts à tous, etc. Lui redonner ces bases-là, ces bases de travail pour après que la correction se fasse un peu plus naturellement et la compréhension du milieu aussi. J'adore expliquer, même aux plus jeunes, comment ça fonctionne, pourquoi. C'est pas juste fais ça, c'est il faudrait que tu fasses comme ça parce que quand tu fais comme ça, regarde ce que ça fait. Et du coup, parfois donner des petits exercices pour faire comprendre, ou alors les faire découvrir par eux-mêmes, c'est-à-dire l'exploration du milieu. On est dans un milieu, euh, je le disais encore hier sur une autre entrevue, on court, on marche depuis notre plus jeune âge et le milieu terrestre, on le connaît très très bien. Généralement, c'est pas trop un souci. Par contre, le milieu aquatique, c'est pas vraiment la même chose. Même ceux qui sont passionnés et qui y passent beaucoup de temps, ils y passent que 4, 5, 6 heures par jour max. C'est compliqué d'être plus longtemps dans l'eau. Donc finalement, on est obligé d'apprendre comment on respire, d'apprendre comment notre corps il bouge, toutes ces positions, comment notre corps peut influer sur les positions, sur notre flottaison, etc. Et du coup, moi, c'est un peu ça mon cheval de bataille, parce que j'estime que quand on a un enfant sur les premières pratiques, alors bon, je vais évoquer quelque chose, mais c'est pas, faut pas le prendre spécialement au pied de la lettre, mais pour moi, ils ont tous le droit de pouvoir rêver et pouvoir finalement arriver jusqu'aux Jeux Olympiques. Je dis quelque chose de bête, hein, mais parce que si on va plus loin, c'est pas forcément comme ça que ça fonctionne. Mais en gros, moi, n'importe quel enfant passe entre mes mains, je vais essayer de lui donner les bases solides pour que s'il a envie de continuer, il puisse.
Et en fait, peu importe qui vient me solliciter, je vais essayer de lui redonner ces bases-là, même s'il a déjà construit sur de mauvaises fondations, essayer de lui changer les fondations pour qu'on puisse repartir sur de meilleures bases et qu'on puisse avoir un apprentissage de qualité et qu'on puisse se faire plaisir. Parce que je pense qu'après, quand on comprend ce qu'on fait, je pense que c'est quand même plus facile d'assimiler aussi. Oui, non, mais c'est sûr. Mais tu as dit plein de choses importantes. La première, c'est déjà de vouloir prendre le temps, de pas se dire il faut qu'on ait le résultat tout de suite, mais qu'on mette les choses en place, qu'on donne les outils pour qu'après, ça puisse réussir, quoi. Et c'est quelque chose, j'ai l'impression que dans le sport en général et la natation en particulier, on ne donne pas ce temps-là, on veut le résultat tout de suite. Alors, je pense que si on réfléchit correctement, c'est pas une perte de temps que de prendre du temps, d'expliquer et de faire comprendre le milieu, parce que finalement, à un moment donné, on va gagner du temps. C'est ça, ouais. C'est sûr et certain. On gagnera du temps à un moment donné d'avoir pris le temps d'expliquer et de faire comprendre le milieu. Sans vouloir me vanter, je fais des cours de natation pour des enfants de 4-5 ans depuis des années. Et en cours individuel avec un seul enfant, 4-5 ans, en 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie, l'enfant il se déplace dans l'eau et il flotte et il revient au bord, il n'y a aucun problème. Mais par contre, on passe par la base. Et en soi, si on ne veut pas passer par la base, on n'arrive pas à ces résultats-là. C'est quasiment pas possible. Donc, euh, Oui, donc voilà. C'est, tu vas, pour moi, c'est fondamental. si tu passes pas par la base, de toute façon, tu vas trouver des moyens de camoufler des défauts, de camoufler des trucs qu'il n'y a pas. Et sur le long terme, ça passera pas, quoi. Ouais, ouais. Moi, je préfère largement partir d'une feuille blanche que de partir d'une personne qui a déjà construit sur quelque chose de faux, en fait. Parce que déconstruire un geste, c'est très compliqué. Et ça l'est d'autant plus sur un public vraiment adulte. Et c'est encore pire sur un public d'adultes triathlètes qui pense sans arrêt à être dans la performance et en fait qui sera incapable parfois de se dire bah non, je vais prendre le temps, je vais faire comme il me dit, je vais faire vraiment attention, etc. Et en fait, il y en a qui sont pas capables parce que, encore une fois, comme tu dis, on est pressé par le résultat. Et ils pensent que on se concentre 5 secondes et après c'est bon. Non. En fait, pour déconstruire parfois 10 années de pratique en ayant fait pas bien, ça peut prendre parfois 2 ans à se prendre la tête pour réussir à corriger, quoi. Donc, mais après, encore une fois, là, on parle pour aller chercher la performance, mais il y a pour aller chercher le plaisir aussi, qui est très important. Et je pense que on prend du plaisir en étant bien dans le milieu. Et pour être bien dans le milieu, je pense qu'il faut une base solide parce que il y a pas le choix. Les gens qui ont peur de se noyer, les gens qui retiennent leur respiration, les gens qui ont l'impression de s'étouffer dans l'eau ou de couler tout le temps, bah, je suis pas sûr qu'ils se fassent très plaisir. C'est sûr. Et deuxième élément important que tu as dit, d'expliquer correctement, de parler correctement aux enfants. J'ai l'impression qu'on a trop tendance à vouloir alors infantiliser, c'est pas le mot, parce que ce sont des enfants. Mais par exemple, j'avais des enfants que je les mettais dans une cage pour qu'ils aient touché le fond. Et à chaque fois, on me disait, ben, on s'accroche à la barre verticale, celle qui est debout, et on va toucher le fond. Et tu as des parents, des maîtresses qui venaient me dire en mode, oh, mais vertical, ils connaissent pas. Et moi, je suis persuadé que bah, même s'ils connaissent pas, le fait de leur dire une fois, deux, trois fois et d'expliquer derrière, ça ancre encore mieux, ça te donne les bons repères tout de suite. Qu'est-ce que tu Ouais. penses de ça? Alors, je vais te rejoindre là-dessus parce que j'ai eu la chance de faire une année enfin un peu moins d'une année avec le milieu scolaire. Euh, et en soi, je pense que le plus gros frein des enfants, c'est l'adulte. C'est le frein principal de l'enfant, du développement de l'enfant. C'est soit ses parents, soit les enseignants, soit les éducateurs qui vont s'en occuper. C'est ne pas faire confiance à l'enfant sur ses capacités d'écoute, sur ses capacités de réalisation et de compréhension.
Je pense qu'à partir du moment où on se dit oh bah non on va lui imager le truc, non on va pas lui dire, oh non on va éviter de lui demander ça, ça sera trop dur, etc. On se rend pas compte de l'adaptabilité des enfants, du mimétisme des enfants aussi. C'est-à-dire qu'un enfant qui va voir un autre enfant faire, généralement il va y arriver. Et, et en fait, je sais pas, on se cache derrière des croyances. Et je pense que c'est un peu générationnel aussi. Ça fait un petit peu peur parce qu'on se dit, bah, moi j'ai l'impression qu'il y a un clivage qui se crée de plus en plus sur la pratique sportive entre bah, ceux qui ont sans doute des parents qui ont pratiqué, on va pas dire qui ont fait des sacrifices, mais qui savent ce que c'est de travailler pour arriver à faire quelque chose, etc. Et ceux qui n'ont pas forcément cette culture-là et qui viennent chercher une éducation, mais en fait, il y a des gens qui sont très réfractaires à la performance. C'est un mot qui leur fait très peur. Mais la performance, tout le monde a sa propre performance. Demain, je vais marcher, bah, ma performance, ça va être d'avoir réussi à aller marcher. Et en fait, le mot performance, il fait peur. Il faudrait qu'on réussisse à créer un autre mot qui fasse moins peur. Mais du coup, les gens, ils pensent que quand on dit performance, c'est forcément haut niveau, compétition, je m'entraîne 10 heures par jour, je fais pas d'études, j'aurai pas de travail plus tard, je vais être dans la drogue, dans le dopage, enfin j'en sais rien. C'est vraiment que négatif, alors qu'en fait, aller chercher sa propre performance, c'est aller chercher dans ses capacités, c'est apprendre, c'est se mettre en échec, se mettre en réussite aussi, et c'est apprendre la vie simplement. Et moi, c'est ça un petit peu qui est difficile entre mon début de carrière dans l'enseignement et dans l'entraînement et maintenant. Parce que je me rends compte que il y a une grosse différence et c'est aussi pour ça que je me dirige sur de l'accompagnement un peu plus individuel maintenant, parce que je préfère que les gens ils viennent me solliciter pour réaliser une prestation de qualité et une prestation entière en fait sur soit l'apprentissage de leurs enfants, soit sur leur propre apprentissage aussi d'adultes, plutôt que d'être sur un apprentissage global pour énormément de monde, parce qu'on va se retrouver sur des publics qui vont être totalement réfractaires à faire les choses correctement, juste parce que ça ressemble trop au sport de haut niveau ou les trucs comme ça. Plonger correctement, on a le droit de savoir faire une coulée même si on va pas faire de compétition, c'est autorisé. Je le vois en triathlon parfois, oh bah non ça sert à rien qu'il apprenne à sauter sur le vélo, il fera pas de course. C'est pas grave en fait, il va pouvoir faire comme les copains, il va être agile, c'est rien quoi, il va développer une compétence motrice, enfin, c'est pas grave. J'en discute avec plein de professionnels du sport, hein. Parfois des professeurs de PS même qui me disent mais tu sais maintenant on demande plus rien aux enfants. Avant les enfants ils savaient faire des roulades, ils savaient faire l'équilibre, etc. Maintenant on leur fait plus faire. Qu'en motricité c'est plus pareil. Et c'est une réalité. Alors qu'en fait les enfants ils sont géniaux. C'est vraiment et tu vois je parle beaucoup là mais j'ai encore dans l'oreille il y a quelques jours des gens qui me disent non mais toi de toute façon c'est que le sport de haut niveau, t'es pas adapté pour les enfants. En fait moi les enfants c'est génial, c'est génial parce qu'ils sont capables de tout. Et ils sont parfois plus redevables que les adultes et les sportifs de haut niveau. Un sportif de haut niveau, quand il gagne, c'est lui qui a gagné tout seul, c'est lui le meilleur. Quand il perd, généralement, c'est l'entraîneur qui a pas fait le travail. Alors que les enfants, bah, ils arrivaient pas à faire quelque chose, ils y arrivent, ils sont trop contents. Ils ont le gros sourire, voilà, c'est ça le but de la transmission et moi c'est ça qui m'anime le plus. Donc tu vois, j'ai entraîné à haut niveau pendant des années et puis là je me retrouve à donner un coup de main au bord du bassin au club d'à côté pour des enfants. Et voilà, on me donne des micros objectifs, on me dit ouais bon là on n'arrive pas à leur apprendre la brasse, on est un peu bloqué sur eux, etc. Et puis boum, voilà, je me dis si je peux en 2-3 semaines tout changer, eh ben j'essaye. Trop bien. Et en Bah ouais. soi, les gamins ils sont quand même super contents aussi parce qu'ils se disent bah ouais j'ai appris quelque chose, je vais pouvoir raconter quelque chose, j'ai vraiment fait quelque chose de concret
Et après, ils peuvent se projeter, ils ont les bases, et s'ils ont envie de poursuivre, ils peuvent. Et en gros, là, si tu veux, en ce moment, je suis en train de gérer un petit groupe qui est destiné à faire que du loisir. Mais mon défi à moi, c'est de me dire, est-ce que je peux leur ouvrir la porte pour rejoindre les compétiteurs de leur âge qui sont à l'école avec eux, hein, parce que vu que c'est le club du coin, et ces gamins, ils sont tous à l'école. Et il y a ceux qui sont déjà pour la compète, et il y a ceux qui y sont pas. Et peut-être qu'il y en a qui vont vouloir aller rejoindre les copains. On sait pas. Moi, le but, c'est juste Ouais, d'enfoncer cette porte et de laisser une possibilité. parce que c'est souvent que les ados qui sont au club loisir, c'est juste parce qu'ils pensent qu'ils peuvent pas ou que ça sert à rien d'aller en compétition, qu'ils n'ont pas le niveau. Alors que des fois, il faut juste leur faire le petit déclic. Ouais. Après, c'est aussi parce que on est dans une discipline où si on n'a pas fait du plus jeune âge, c'est compliqué, tu vois. Quand je discute avec mes pères entraîneurs, bah oui, en soi, ils sont capables de me dire aussi, quand tu commences à 9 ans, bah forcément, c'est plus compliqué d'accéder à de la compétition en natation. Mais en fait, moi, j'aime bien me dire que, ok, il a commencé trop tard, mais peut-être qu'en fait, il a des qualités. Et peut-être que si on lui explique bien, il peut y arriver. Et quand on sait que la natation, c'est, j'aimerais bien avoir un chiffre concret, mais pour moi, on est quasiment à 60-70% de qualité pure biomécanique propre à chacun que sur ce qu'on va bosser, hein. Parce que moi, je vois parfois des gamins ou des gamines de 6-7 ans faire des trucs où tu te dis, c'est son corps, il est fait pour ça. Donc après, c'est normal que ça marche. Mais encore faut-il leur apporter les bonnes pratiques pour qu'après ils puissent s'exprimer. Et c'est tout là la clé, je pense. Parce que forcément, quand les gamins on leur pas la possibilité d'eux, ils peuvent pas s'épanouir dans une discipline et après ça devient compliqué. Et ça, je parle pour la discipline de la natation surtout, mais c'est même sur une pratique sportive globale. C'est-à-dire que euh, pour moi, le sport, c'est une éducation, c'est éduquer nos jeunes ados pour qu'ils continuent à faire du sport, pour leur santé physique, pour leur santé mentale, les étudiants, les gens qui travaillent, etc., l'adulte derrière, avoir cette capsule de décompression, avoir cette santé au niveau du corps, être capable d'être en mouvement. J'ai la chance, j'ai ma compagne qui est kiné. Tous les jours, elle traite des gens qui sont trop sédentaires. Tant mieux pour elle, parce que du coup, ça lui fait du travail. Mais en réalité, c'est tellement dommage de se dire que les gens, ils sont obligés d'avoir mal, d'être cassés à 50 ans parce qu'ils n'ont pas pratiqué, parce qu'ils n'ont pas été éduqués pour ça. Après, il y a l'évolution des générations aussi. On se rend compte quand même que maintenant notre société accorde un budget et du temps pour la pratique sportive. Donc ça, c'est assez nouveau. Nos parents le faisaient pas forcément. Nos parents pratiquaient le sport plus jeunes et après, quand ils avaient leurs enfants et qu'ils travaillaient, bah, c'était tout le temps Équilibre. accordé pour leurs enfants, pour l'éducation, pour le travail, etc. Notre génération, je pense qu'elle accorde plus de temps et de budget pour la pratique sportive. Je pense que c'est très bien. Par contre, il faut qu'on soit acteur aussi de la formation des plus jeunes générations pour que bah, le sport, ça fasse partie de leur vie, de leur éducation, pour pas qu'ils prennent la voiture pour faire 1 kilomètre ou 2 kilomètres en ville et qu'ils soient capables de prendre un vélo, une trottinette, si possible pas électrique, pour pouvoir pousser et avoir un petit peu le cœur qui bouge. Et voilà, pour moi, c'est tout aussi simple que ça. Et c'est pas forcément, tu vois, là, on parle pas forcément de haut niveau, on parle pas de médailles, on parle pas de Jeux Olympiques, on parle pas d'équipe nationale, on parle simplement de se dire bah, que le sport fasse partie de notre vie et que en fait, ce soit pas compliqué de se dire ah, il y a 10 kilomètres à faire à vélo, bon, bah, c'est mort, je vais le faire en voiture. Non, s'il y a 10 kilomètres à faire en vélo, tu peux faire 10 kilomètres en vélo, c'est possible en fait. C'est pas impossible. Voilà. Mais je vais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, sur le fait que ça pouvait être mal vu quand tu disais que bah, toi, chaque enfant qui est entre tes doigts
de façon tout à fait normale, hein, il n'y a pas de... Mais de me dire, tiens, je vais peut-être en faire un champion olympique, je vais lui donner tous les outils que je peux pour l'amener à ça. Je trouve ça bien parce que moi je fais la même chose, mais ce que je trouve bizarre, c'est quand tu dis à quelqu'un, ben tiens, ce jeune, il va beaucoup travailler comme ça, il va devenir médecin. On se dit, c'est très bien, et au pire, s'il n'y arrive pas, il fera ce qu'il veut. Et quand c'est dans le domaine du sport, t'as un truc limitant de dire, bah non, mais c'est n'importe quoi, il faut que t'arrêtes. Est-ce que tu sais d'où vient ce truc? Est-ce que tu l'as vécu? C'est quelque chose que je me suis toujours demandé, quoi. Ouais, bah c'est rigolo que tu me parles de ça parce que euh, l'année dernière j'ai été confronté à ça et je suis toujours plus ou moins confronté à ça en étant un petit peu plus en retrait. Mais en fait, il y a plusieurs sujets dans ce sujet-là. Je pense que déjà il y a personne qui accepterait, exemple, on dise je sais pas, tu amènes ton enfant à la maternelle du coin près de chez toi, et on va te dire à l'entrée de la maternelle, oula, la maternelle, primaire, derrière, collège et tout dans ce secteur-là, c'est sûr votre enfant, ouais, il trouvera pas de travail, hein, et puis non, médecin, non, il pourra pas, ah non, il pourra pas faire de grandes études, il pourra pas être ingénieur, il pourra pas, il y a personne qui accepterait ça. Tout le monde Ouais. veut laisser le maximum de possibilités à ses enfants. Ou alors, je comprends plus rien. Et bizarrement, dans le sport, on est OK sur ça. C'est-à-dire que on va pouvoir prendre des territoires où à des endroits, la natation est tellement mal pratiquée que, en fait, tu condamnes directement tous les pratiquants de ce coin-là à ne pas pouvoir s'exprimer dans cette discipline-là. S'exprimer dans cette discipline-là, pour moi, c'est quoi? J'ai 12, 13, 14 ans, je veux avoir une pratique compétitive, j'ai envie de m'amuser de ça, et ben en fait, je vais pas pouvoir le faire parce que la base, elle va pas être bonne. Et ça, pour moi, c'est un petit peu décevant, parce que je me dis que on devrait mettre nos compétences au service de chaque discipline. Mais comme je te dis, il y a plein de sujets là-dedans. Il y a se dire, ben, est-ce que la place du sport à l'école elle devrait être différente? Est-ce que l'apprentissage des sports à l'école, il doit être fait par les enseignants? Est-ce qu'il doit être fait par les professionnels? Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de concerner un peu plus les clubs sportifs, les fédérations? Est-ce que les fédérations elles devraient avoir un droit de regard sur la pratique qui est réalisée, etc. Enfin, c'est vraiment énormément de plein de petits sujets différents. Mais comme tu le dis, si demain t'arrives dans une école, école primaire ou école maternelle même, et qu'on te dit à l'entrée de l'école, ah non, non, il pourra pas, il sera juste simple employé s'il vient ici, et pas d'études de plus que bac+2, rien du tout. Je pense que les parents, ils se diraient, bah non, peut-être pas, on va peut-être pas le faire. Et pour la pratique sportive, bah, après, je pense que c'est aussi parce que les gens, ils voient pas et ils se rendent pas compte. Parfois, je le vois et je me dis, mais non, ça va pas, c'est pas comme ça. Parce qu'en plus, le pratiquant ne prend pas plaisir à faire et à réaliser. Et c'est un petit peu dommage. Et d'autant plus en natation, avec tout cet aspect sécuritaire. Parce que on va pas mourir à pas savoir faire du foot. Même si savoir faire un foot, c'est sympa, hein. Mais par contre, pas savoir nager, ça peut être mortel, quoi. Donc, je pense vraiment il y a un gros sujet là-dedans, qui avait été pris un petit peu plus sérieusement il y a quelques années par Roxana Maracineanu, la ministre des Sports, avec le j'apprends à nager et savoir nager, tous ces dispositifs-là, et les anses aquatiques aussi. Et même moi, en tant qu'entraîneur de haute performance, à cette période-là, je m'étais dit, qu'est-ce qu'ils nous ont sorti encore, etc. Mais en fait, c'est des outils qui facilitent l'apprentissage et qui nous permettent de mettre tout le monde sous le même pied d'égalité.
Et je pense que c'est super important de travailler cette base-là pour avancer derrière. Et on demande pas grand-chose aux gamins, hein. En réalité, quand ils sortent du primaire, il faut savoir faire un aller-retour dans la piscine. C'est quand même pas grand-chose. Et pourtant, je vois encore au quotidien des classes qui viennent apprendre à nager. Finalement, c'est les maîtres nageurs qui prennent les plus forts et les moins forts, c'est les maîtresses qui s'y collent. Et malheureusement, les maîtresses, elles ont pas forcément les clés aussi pour débloquer certaines situations. Donc, du coup, je trouve que c'est un petit peu dommage de fonctionner dans ce sens-là. Et malheureusement, comme ça, et parce qu'on n'accorde pas trop d'importance et qu'on se dit, bah, de toute manière, c'est pas ça qui va le faire manger plus tard, etc. Certes, mais le sport, ça reste quand même une école de la vie et je pense que c'est important de pouvoir s'exprimer là où on a envie. Justement, petite parenthèse, je cherche activement une maîtresse ou un maître pour parler de la natation scolaire, de comment ils sont formés, qu'est-ce qu'il y a de bien, qu'est-ce qu'il y a de pas bien. Donc voilà, donc si parmi ceux qui écoutent, il y en a un qui veut venir et qui en plus a le droit de parler, c'est avec plaisir pour parler de la natation scolaire, qui est forcément un sujet extrêmement important. Ah ouais, moi, je peux t'avoir des connaissances qui sont professeurs des écoles et qui ont peur de l'eau, par exemple. Ah oui. Et dans certains Donc, territoires, les maîtres nageurs, ils sont là juste pour surveiller et ils ont pas le droit d'intervenir et c'est compliqué, quoi. Donc ouais, il y a parfois où moi je fais un rêve où je me dis j'ai conscience que l'enseignement scolaire a énormément changé entre moi, même si je suis pas encore très très vieux, et mon fils par exemple. Et et en fait, ils travaillent quand même beaucoup moins. Ils ont des temps de concentration qui sont vraiment différents des nôtres. On fait beaucoup plus attention en tant qu'adulte que ça. Alors, est-ce que encore une fois, c'est leur peur de leur capacité et ne pas avoir confiance en eux, comme j'expliquais tout à l'heure, peut-être. Mais j'ai l'impression qu'on pourrait leur apporter beaucoup plus de billes niveau sport. Et en fait, sport, c'est pas tant pour le sport performance, mais c'est peut-être plus pour le sport santé. Pour avoir une pratique sportive après plus tard, j'ose même pas imaginer comme ça doit être dur d'avoir 35-40 ans, d'avoir jamais été à la piscine. Et tout d'un coup, le médecin, il vous dit, bon, bah là, vous êtes un il va peu falloir cassé de nager. partout parce que vous n'avez jamais rien fait et puis il faut aller à la piscine. Faut aller à la piscine, j'ai jamais été, je sais pas faire. T'arrives, la plupart du temps, les piscines, bah, c'est pour les clubs sportifs. Bah, je vais quand même pas m'inscrire au club sportif, c'est pas mon niveau. Donc du coup, derrière, je vais au public, mais le public, les horaires, c'est compliqué. Et puis finalement, quand je trouve les horaires, il y a personne pour m'expliquer. On va pas laisser des coachs faire des cours individuels pendant l'ouverture au public la plupart du temps. Donc en fait, on ne peut pas pratiquer l'activité où on veut. Parce qu'encore une fois, en France, c'est très compliqué d'aller pratiquer en eau libre, c'est très mal vu, malgré le fait que ça puisse pas être spécialement interdit. Et en fait, on se retrouve dans une situation où ça devient compliqué, alors que si ça avait été automatique et bien fait dès le plus jeune âge, ce serait beaucoup plus simple. Voilà, on a le savoir rouler à vélo qui existe, on a le savoir nager, etc. Je pense que c'est des choses qui sont très importantes. Mais encore une fois, oui, je pense que si on avait les fédérations sportives qui étaient un peu plus présentes, qu'on faisait faire les sports qui sont disponibles sur chaque territoire, qu'on faisait intervenir les entraîneurs et qu'on ait une professionnalisation aussi des entraîneurs sportifs, que ce soit, je sais pas moi, au judo, au karaté, à la boxe, au vélo, à la natation, n'importe. Et qu'on faisait pratiquer vraiment ces disciplines-là. Ça pourrait être aussi une découverte sportive pour les jeunes et faire des trimestres de pratique très jeunes, etc. Mais pour débloquer un peu les situations, en même temps faire découvrir ce qui est possible de faire sur le territoire et remettre un peu de dynamisme parce que encore une fois, pour moi, c'est la santé de nos enfants, c'est la santé des prochains citoyens de notre nation. Et si on veut pas encore avoir des trous sécurité sociale, une population avec une santé mentale un peu défaillante, etc., quand on sait que tout ce que la pratique sportive peut apporter à ce niveau-là, je trouve que c'est un petit peu dommage, quoi. Je pense qu'on se trompe parfois de cheval de bataille et c'est un peu triste.
Je suis d'accord avec toi. Donc l'appel est lancé. S'il y a des enseignants, enseignantes, que ce soit collège ou primaire, je serais ravi d'échanger avec vous. On a vu deux catégories de publics auxquels tu as été confronté, donc le scolaire et le haut niveau. Est-ce que tu as eu d'autres profils que tu as accompagnés dans ta carrière? Alors, moi, je pense avoir accompagné un peu tout ce qu'on pouvait accompagner. J'ai fait de l'apprentissage, des premières pratiques, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. J'avais en gestion, un club, de natation et de sauvetage, donc dans son entièreté. Donc j'avais, du, 4 ans jusque 80-90 ans parfois. Donc on passe partout, on passe par de l'apprentissage, on a de la performance, on a du maintien, on a du sport santé, on a un peu tout ce qu'on veut. J'ai eu la chance de faire le scolaire aussi du coup, de voir un petit peu comment ça pouvait se passer, les points positifs, les points négatifs, les axes d'amélioration qui pouvaient éventuellement être créés. J'en ai proposé, au sein de mon département, pour essayer de faire un petit peu avancer les choses. Après, j'ai voilà, même dans l'encadrement de pratiques sportives, compétitives, je me retrouve maintenant avec, aussi le triathlon à avoir, un peu tous les niveaux quoi, hein. On a des gens qui nagent très bien, d'une 30 au 100 mètres, comme des gens qui nagent de 30 au 100 mètres, voire, qui nagent pas 100 mètres. Parfois, je me retrouve confronté à des gens qui ont envie de se lancer au triathlon et qui savent pas nager. Donc voilà, je fais vraiment, le grand écart parfois. Ça peut m'arriver le jeudi soir d'apprendre, à nager à quelqu'un et sur le week-end d'être avec, un athlète qui est en équipe nationale et qui va, faire les championnats du monde, quelques semaines après. J'ai eu la chance de pouvoir encadrer aussi, en équipe nationale en sauvetage, en tant que technicien, sur certains regroupements. Voilà, c'est vrai que c'est rigolo parce que, oui, l'an dernier, par exemple, je me suis retrouvé à avoir, mon club, en triathlon, donc une pratique, compétitive d'un niveau moyen, mais pratique compétitive tout de même. Le lendemain matin, scolaire, et le soir j'étais avec, les athlètes de haut niveau de de l'équipe de France, et du coup c'est plusieurs casquettes, et même le discours il doit changer après. Mais en soi, à chaque fois, je pense que, encore une fois, c'est le partage, la confiance qui m'anime, et du coup, finalement, en termes de posture et d'attitude, il y a pas vraiment énormément de différence, parce que, je dis toujours que l'envie, elle doit venir quand même de l'apprenant, et que nous, on est simplement là pour mettre le curseur un tout petit peu plus haut pour essayer de l'accompagner au mieux, et c'est tout. C'est Après, il faut juste, oui, effectivement, faire attention de pas demander tout et n'importe quoi, mais bon, ça, après, on a l'habitude, enfin, c'est pas trop compliqué. Et il y a quelque chose qui me parle, c'est que tu dis que ça doit venir d'eux, ils doivent être acteurs. Qu'est-ce que tu mets en place, qu'est-ce que tu essayes de faire pour que les faire passer de consommateurs à acteurs? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, beaucoup au début sont consommateurs et veulent juste un truc, partir et puis c'est fini, quoi. Moi, j'ai vraiment tendance à laisser venir, en principe. Je vais pas venir chercher. C'est ça qui risque d'être un petit peu compliqué, dans mon entrepreneuriat, aussi dans la pratique, sportive, parce que, déjà, pourquoi moi et pas un autre? C'est une des premières questions, hein. Pourquoi me choisir moi et pourquoi pas choisir, un autre entraîneur? Après, il y a aussi, je pense que c'est une idée, la pratique sportive, c'est une idée qui doit mûrir, chez les gens, et malheureusement, c'est vrai que parfois, obliger quelqu'un, c'est un peu compliqué. Donc moi, j'ai la chance d'avoir quand même généralement des gens qui viennent faire la pratique, déjà d'une, et après moi je les encadre. Donc même quand c'est du cours, individuel de natation, pour apprendre à nager à des tout petits enfants, soit ils ont été bien briefés par les parents ou les grands-parents, quand ils sont en vacances avec les grands-parents. Mais c'est généralement à cet endroit-là où je dois essayer de les motiver le plus.
parce que voilà, on est obligé de leur expliquer pourquoi on fait ça, qu'est-ce qui va être important, euh, qu'ils vont pouvoir après s'amuser peut-être avec leurs frères et sœurs ou leurs cousins cousines en allant à la piscine, que c'est sympa, etc. Mais pour le reste du temps, généralement les gens ils sont motivés, et ils sont en recherche de quelque chose, ils sont en attente de quelque chose. Après, un des freins que j'ai rencontré et qui est le plus dur pour moi, c'est que généralement les gens ils attendent de la correction technique parce que pour eux c'est important. Et d'un côté, ils attendent aussi de pouvoir se défouler. Et du coup, c'est trouver le juste milieu parfois entre je corrige les gens et je les laisse quand même pratiquer correctement et se dépenser. Parfois, ça a été un petit peu compliqué à gérer. Et il y a aussi le fait que tout le monde ne peut pas nager de la même manière, tout le monde ne va pas se déplacer de la même manière dans l'eau. On est tous des corps différents. Et du coup, essayer de faire comprendre aux gens que ce que je vais dire à l'un, je vais pas pouvoir le dire à l'autre. Que parfois, il y a des gens qui sont arrivés à la limite de leur pratique simplement parce que leur corps, il bouge comme ça et il continuera de bouger comme ça malheureusement. Pour faire une petite aparté, j'ai un petit frère, j'ai mon fils. Mon petit frère, il a jamais nagé avec moi. Mon fils, je lui ai un peu appris à nager, mais après, je l'ai quand même confié à d'autres personnes parce que j'avais pas forcément envie de le tuer. Donc du coup, c'est voilà. Et finalement, bizarrement, les trois, on bouge pareil dans l'eau. Et pourtant, on n'a pas appris avec les mêmes personnes. Donc c'est de la biomécanique, c'est comme ça. Les points de flottaison, voilà, les articulations. Généralement, on dit oh il a la même démarche que son père ou la même démarche que sa mère. C'est du mimétisme, du machin. Je suis pas certain qu'on soit dans le mimétisme en fait. Je pense que c'est le corps qui bouge de cette manière-là. Et du coup, c'est ça qui est difficile à faire comprendre parfois. Et c'est souvent les adultes. Ça va pas être les enfants. Les enfants, ils sont là. Si tu donnes deux conseils à un et un conseil à l'autre, les enfants, ils en tiennent pas compte. Les adultes, ils en tiennent compte. Et en fait, parfois, il y a rien à dire. Et, et parfois, il y en a, il faut qu'ils puissent en avoir conscience. Et c'est pas toujours facile. Donc ça, c'est les principaux freins que je peux retrouver au quotidien et sur toutes ces années. Et généralement, c'est sur de la pratique loisir plus plus ou compétitive de base, quoi. Et c'est souvent compliqué parce que parfois j'ai envie de leur dire, mais là, si on s'y met, là, tu vas pas nager pendant 3 mois. Et pendant 3 mois, tu vas manger des exercices tellement, tellement de base qu'en fait, tu vas même plus revenir. Je vais te demander de faire la flèche pendant 15 jours et tu vas craquer. Et du coup, j'essaye de pas arriver jusqu'à ce moment-là, mais voilà, c'est un petit peu le truc, c'est de trouver le juste milieu où c'est comme quand je me souviens mon fils l'année dernière qui me dit ah papa, j'ai commencé à apprendre à faire la brasse, je te montre. Il me montre et je lui dis je préfère que tu me montres pas tout de suite parce que ah bon, qu'est-ce qu'il y a? Je fais là si je commence, on n'a pas fini. Je vais laisser faire le monsieur qui a commencé et je lui fais confiance. Encore une fois, tu vois, c'est un mot qui revient beaucoup, mais je vais lui faire confiance et ça viendra comme ça viendra. Mais je vais pas me m'attarder dessus parce que en fait, il y a pas. Après, à un moment donné, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de limite là-dessus. C'est-à-dire que on peut toujours aller rechercher, il n'y a pas de recette miracle, il y a tellement de façons de faire, etc. Et c'est ça qui est beau aussi, hein. C'est ça qui anime dans le sport et c'est aussi pour ça que je continue. Quand je te disais tout à l'heure, je m'ennuie pas parce que encore maintenant j'essaie des choses. Et encore, tu vois, sur du triathlon, sur des entraînements, etc. Parfois, je mets des trucs infects à certains de mes athlètes, mais je me le suis mis avant généralement. J'ai essayé. Et voilà, c'est tester des choses, découvrir, c'est ça qui est rigolo et qui est intéressant. Et voilà, c'est que et d'ailleurs, une des questions là qui paraît fondamentale ces dernières semaines, ces derniers mois, c'est l'arrivée de l'intelligence artificielle. Et je trouve que l'intelligence artificielle sur ça, elle reste très très limitée. Et elle peut pas forcément venir nous surprendre, nous solliciter comme ça.
Et si je devais dire quelle est la différence entre avoir un coach réel et un coach soit d'une appli, soit d'une intelligence artificielle, ça va vraiment être ça la différence. C'est que du coup, ça va être un peu plus adapté, ça va être un peu plus ludique, ça va aller chercher peut-être des secteurs qui sont plus motivants pour tel ou tel athlète. Parce qu'il y a voilà des petites séances où on veut stimuler quelqu'un, ce sera peut-être pas la même d'un individu A à un individu B. Donc du coup, c'est ces petites choses-là qui sont vraiment sympas et qui fait que je me lasse pas de faire ça au quotidien, quoi. Oui, et puis nous, on va se remettre en question, on va réfléchir. Alors que l'IA va pouvoir sortir un plan qui est bien, mais sans réflexion, ça c'est juste de l'analytique. Et tu as toute cette dimension-là qui est intéressante. Et L'intelligence artificielle, je pense que tu peux c'est parler. un outil qui est bon, mais qu'il faut encore maîtriser, qu'il faut encore peaufiner. Et je pense que ça supprimera pas l'humain. Et l'intelligence artificielle, elle va se baser sur des choses qui sont très informatiques finalement et très scientifiques. Et malheureusement, l'entraînement sportif, il y a pas mal de choses scientifiques. Et après, il y a nos corps, comment ils réagissent, et l'individu, comment il réagit. Et c'est l'adaptabilité qui fait la différence. Une de mes phrases préférées, c'est le meilleur outil de l'entraîneur, c'est la gomme. C'est-à-dire, on a prévu quelque chose, mais on est capable de le supprimer, de le modifier, de le corriger, de l'adapter. Et, et ça, pour moi, malheureusement, l'intelligence artificielle, elle n'arrivera pas à le faire. Et si demain je demande prépare-moi sur un 5 km, je le vois hein, parce que j'ai des gens dans mon entourage et même dans les clubs de tri où j'entraîne qui utilisent ça. La première semaine, ça va être 4 fois 400, après ça va être 5 fois 400, après ça va être 6 fois 400, après ça va être 7 fois 400. Et c'est de la répétition. Certes, c'est une des clés et une des manières d'arriver vers sa propre performance. Mais après, on peut stimuler aussi l'individu d'une manière un petit peu différente pour éviter que ce soit trop barbant, quoi. Et donc tu disais que tu te lançais dans l'entrepreneuriat, que tu lançais ta boîte. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots dessus? Alors, ouais, du coup, moi, ça fait pas mal de temps maintenant que je suis sollicité pour parfois de l'individualisation pure. Et parfois on a un peu de chance. Et moi là ma chance ça a été de d'avoir une période sans contrat de travail en gros et de me dire pourquoi pas démarrer quelque chose, pourquoi pas offrir mes services à des gens qui en ont vraiment besoin plutôt que d'être enfermé dans un modèle où parfois on se retrouve à encadrer des gens qui n'ont pas forcément envie ou des trucs comme ça. Et surtout de maîtriser mon temps aussi. J'avais cette envie-là, maîtriser mon temps pour pouvoir partager le plus possible avec ma famille, mes proches et tout ça. Donc du coup, je pense que c'est une bonne solution et j'ai créé donc c'est Rise and Race. Rise pour s'élever, essayer de continuer à s'améliorer, progresser, sa propre progression en fait, hein, sa propre évolution, l'apprentissage et tout ça. Et Raise parce que finalement, on se rend compte que les adultes, généralement quand ils viennent nous voir, c'est qu'ils viennent chercher cette notion de performance, de course et tout ça. Et aussi parce que les enfants, quand ils apprennent, ils adorent faire la course aussi. Et que du coup, ça reste quand même quelque chose de très moteur. Et que parfois on perd un peu cette notion-là. Et cette notion-là, on la perd généralement quand on est à de la confrontation, on n'aime pas trop ça, la compétition. On le voit, hein, notre système d'éducation où il n'y a plus les notations, il n'y a plus les classements, il n'y a plus toutes ces choses-là. Mais alors que finalement, on est animé par ça. Enfin, quand j'apprends à nager à parfois plusieurs enfants, font la course tout le temps, quoi. Enfin, donc, je veux dire faire la course, se confronter, se comparer, c'est dans le quotidien de tous. Donc voilà. C'est pour ça ce nom-là. Et en gros, l'objectif, c'est d'accompagner les gens dans leur pratique sportive, dans mettre du sport dans leur quotidien. Donc, je suis en collaboration avec ma compagne qui est kiné aussi.
pour pouvoir apporter un peu aux gens ce côté-là aussi, ce côté sport santé, mobilité, étirement, récupération et tout ça. Et voilà, ce coaching aussi, où parfois c'est simplement être présent avec les gens, les accompagner sur des séances, leur mettre le pied à l'étrier, les aider à démarrer et à organiser leur temps pour pouvoir avoir cette pratique sportive. Et après, pourquoi le coaching individuel aussi sur des programmes sportifs? Je pense aussi que c'est pour garder cette flamme et cette envie d'aller s'entraîner, même quand c'est un petit peu dur. C'est vrai quand on a un coach qui est derrière, quoi, quand on a parfois payé, donc on s'est engagé pour un programme et tout ça. Je pense que ça nous oblige un petit peu, ça nous contraint un petit peu, et ça nous met parfois le coup de pied au cul qu'on a besoin pour pratiquer et pour pas lâcher. Plus, j'encadre et j'entraîne des activités qui sont très chronophages, donc forcément, on a besoin de cette régularité-là et de cette discipline. Et du coup, c'est là où pour moi ça devient très important d'être accompagné pour éviter de faire trop n'importe quoi aussi, de pas avoir sur les jours où on est très très bien, de se dire ouais, je suis tellement en forme, j'en rajoute, j'en fais des tonnes, et les jours où on est un peu moins bien, oh non, je vais le faire là, etc. Je pense avoir un entraîneur, c'est aussi le moyen les jours où t'es très bien, tant mieux, t'as passé la séance, c'est super. Et le jour où t'es moins bien, tu vas quand même y aller et tu vas essayer de donner le meilleur de toi-même, et l'échec, ça fait partie de la réussite. Sans échec, il n'y a pas de réussite de toute façon. Et il y a c'était Federer qui disait ça il y a quelques années, oui, à la suite de la fin de sa carrière, qui disait que en fait dans sa carrière, il y avait plus de 45% des points qu'il avait joués, ou même plus que ça, c'était peut-être Tu l'as 48, perdu. qu'il avait perdu. Et parce que bon, il est dans une discipline qui est un peu particulière, hein. Mais pourtant, on va retenir qu'il a énormément gagné, mais il a énormément perdu aussi. Et il n'y a pas que lui, hein, il y a beaucoup de sportifs qui ont abordé cette chose-là. Et moi, c'est pareil, et je le dis aussi à mon fils, parce que mon fils, il sait aussi très bien ce que papa il a fait et ce que papa il continue de faire. Et, et il vient me voir, et je pensais moi arrêter ma carrière il y a bien bien longtemps. Et mon fils, ça m'a remis un petit coup de boost, et ça m'a apporté parfois les ailes qui pouvaient me manquer. Et ça m'en a encore rajouté encore plus quand il a commencé à prendre conscience. Parce qu'au début, c'est juste sa naissance qui m'a un peu donné de force. Après, il y a sa prise de conscience qui m'en a donné encore. Et parfois, il est là, et c'est vrai que je sais qu'il regarde en se disant c'est trop dur, ou ce sera trop difficile, etc. Et moi, j'essaye de lui expliquer aussi que j'ai pas eu la chance de commencer aussitôt que lui, que on a tous des parcours différents, et que finalement, c'est vrai que quand il regarde toutes mes médailles, ça peut paraître impressionnant, mais derrière toutes ces médailles, il y a aussi le double, voire le triple de courses où je suis sorti et qui avait pas de médaille. Donc, donc voilà, on gagne pas tous les jours. Et c'est ça qu'il faut aussi faire comprendre aux gens, c'est le nombre de fois où on doit prendre des casquettes pour réussir à gagner quelque chose, que c'est assez énorme, quoi. Donc Ouais. voilà, il y a personne qui fait que gagner, ça n'existe pas. Et je pense que les sportifs, ils aimeraient même pas faire que gagner. Ils auraient une lassitude énorme. Et quand je vois parfois des gens qui arrêtent leur carrière très tôt, c'est des gens qui ont énormément gagné très très vite, et qui n'ont pas forcément trouvé l'adversité qu'il fallait pour pouvoir continuer. Justement, c'est marrant que tu parles de ça parce que dans le dernier épisode qui est sorti de Swim Smart, je l'ai écrit quand j'étais dans l'avion pour aller à Bordeaux. Et première étape du voyage, il y a une mer parfaite de nuages tout blancs. Et Ouais. j'avais l'impression de pas avancer. Et c'est quand il y a eu des trous dans les nuages et tout, là tu te dis, ah bah c'est comme ça qu'on avance. Et je suis persuadé que c'est ça une préparation et une carrière. C'est c'est parce qu'il y a les bas où on en chie que les hauts on kiffe et que c'est tellement bien, quoi. Ouais, encore hier, quand j'ai échangé sur le sport aussi avec quelqu'un, on m'a demandé quels étaient mes meilleurs souvenirs sportifs. Et en fait, les souvenirs d'échecs, ils sont tout aussi gros que les souvenirs de réussite.
Parfois, il y a rien entre la réussite et l'échec. Et parfois, il y a des questions existentielles. Tu préfères réaliser ton meilleur temps ou prendre la médaille? Tu vois, c'est des petits trucs un peu bêtes, mais savoir après ce qui est vraiment fondamental et qu'est-ce qu'on va chercher. Quand on encadre et qu'on entraîne de l'amateur sur par exemple du triathlon, on va essayer d'améliorer leurs compétences sportives. On va pas forcément chercher les podiums sur une course. Un podium, c'est 3 personnes, et sur une course, parfois ils sont 2000 au départ. Et ils ont pas tous la même vie. J'encadre moi principalement des gens qui ont 35 heures de travail. Forcément, il y a des contraintes et c'est pas des gens qui vont pouvoir aller chercher des médailles, mais par contre, c'est des gens qui vont pouvoir avoir un accomplissement personnel, et donc du coup, il va falloir aller chercher la stimulation qu'il faut et remettre les choses au bon endroit, quoi. Et c'est vrai que l'échec, moi, il est parfois porteur. Combien de fois ça m'est arrivé de perdre, d'avoir fait une course de merde et finalement c'était pas dur puisque le temps il était pas très bon, mais t'as mal, quoi. Mais t'as mal de de tristesse et de déception. Et parfois tu fais une course exceptionnelle, tu gagnes, c'est dur, tu pourras avoir mal parce que là vraiment t'as jamais donné ça. Et en fait, la douleur, elle disparaît parce qu'il y a la joie. Et du coup, c'est ça aussi. Est-ce que parfois, déjà, avoir la bonne verbalisation, savoir ce pourquoi on fait ça, pourquoi on va le chercher, quel est l'objectif, et ne pas... je pense qu'il faut oser dire les choses aussi. Assumer ce qu'on vient faire, ce qu'on vient chercher. Si quand je parle à mes athlètes de haut niveau, je leur dis si vous êtes les meilleurs, soyez les meilleurs. Vous pouvez pas dire non non mais aujourd'hui je le sens pas, ou non mais les autres machin. Non, les autres non, c'est toi. Si toi tu veux être le meilleur, t'es le meilleur et t'as l'attitude d'être le meilleur. Et Est-ce du qu'il coup, il faut... faut assumer jusqu'au bout. Et c'est pareil avec les amateurs, c'est-à-dire c'est pas on s'est préparé pour faire telle chose, on a tout fait, on a tout mis en place, on a réussi les séances clés, on a validé, on a discuté, etc. Commence pas à me verbaliser autre chose. Commence pas à me dire ouais mais si ça, et si j'ai ça, et non, c'est ah ok, on a travaillé pour ça, je vais faire ça. Voilà, l'objectif c'est de faire ça, et je vais le faire et je vais le mettre en place, et je vais faire comme à l'entraînement. Parfois il y a des gens à l'entraînement, ils sont super forts, et alors que enfin moi j'ai toujours pas toujours, mais j'ai euh, j'ai eu une période difficile aussi, hein, psychologiquement, où j'ai dû faire appel à de la psychologie sportive, etc., de l'accompagnement. Mais j'en suis sorti plus fort aussi de ça. Et en fait, à un moment donné, j'avais le complexe de les autres sont plus grands que moi, ils sont plus costauds que moi, etc. Alors que pas du tout. Mais j'avais ce complexe-là parce que j'arrivais dans le milieu. Au début, j'étais junior et je concourais contre les seniors. Je performais quand même, mais je sais pas si j'étais légitime ou pas. Après, je m'entraînais avec eux, mais j'avais l'impression qu'ils étaient vraiment plus forts que moi, etc. Et puis un jour, j'ai compris que la compète, c'était le show, c'était le spectacle. C'est pas la compète qui est difficile, c'est l'entraînement qui est difficile. Et quand on a mis les choses en place, après, derrière, on doit juste se faire plaisir. Et déjà, le sourire, c'est une part énorme de la performance. Donc ouais, mais mes bons athlètes et ceux que j'accompagne vraiment jusqu'au bout, hein, dans la démarche sportive, que ce soit les athlètes de haut niveau ou les athlètes que j'ai en coaching, c'est vraiment ça, c'est le sourire, la banane. Le sourire, c'est une grosse, grosse partie de la performance. Et puis quand on est dans un sport où on s'affronte, ouais, tu fais une chambre d'appel, t'as le sourire, l'autre il fait la gueule, t'as déjà gagné, hein. T'as déjà gagné. Donc en soi, voilà, c'est des choses qui sont ultra importantes. Assumer ses choix, assumer qui on est, assumer. En France, on parle beaucoup d'arrogance, mais encore une fois, c'est notre manque de culture sportive, je pense. Et on a ce problème avec les gens qui sont capables de dire non, bah moi je veux gagner tel truc, je veux faire ci, je veux faire ça.
on va dire: «Oh, il a le boulard, machin et cetera», alors qu'en fait, bah, ça fait partie de l'entraînement cérébral aussi et ça fait partie de l'entraînement de l'athlète, du corps et c'est toute une attitude qui fait le reste parce que notre machine, notre corps, il travaille comme une machine et derrière, si en fait, à l'intérieur, on croit pas en ce qu'on fait, ça marche pas. Donc c'est super important et moi dans l'accompagnement, c'est vraiment sur ces trucs-là où je trouve que c'est super important et ça, c'est mon expérience aussi, toutes ces années qui fait que j'ai envie d'apporter ça aux gens et de les aider. Donc oui, je vais avoir des séances d'entraînement que je vais donner, qui vont être des séances un peu clés et en soi, pour moi, si tu passes ces séances clés, derrière, le jour de la course, il y a même pas de questions à se poser. Tu te fais juste plaisir. Le jour de la course, c'est le spectacle. Donc c'est le show. Mais c'est ça, et pour moi, c'est primordial de dire notre objectif, c'est de l'annoncer, de dire ce qu'on vise, mais de le faire en tout début de préparation. Parce que je pense que c'est ça aussi qui va te permettre de déterminer ton plan d'entraînement et la motivation que tu vas mettre, et puis de pouvoir être aligné entre ce que tu mets en place et ce que tu veux faire, quoi. Et c'est vrai qu'on a tendance, par exemple, quelqu'un comme Cristiano Ronaldo, on pense juste que c'est un gros arrogant, alors qu'en fait, il a une capacité de travail de fou et il a tout aligné, les curseurs tout en haut, quoi. Oui, alors bon, je suis pas forcément fan du personnage, mais il faut se rendre à l'évidence que c'est des mecs qui ont bossé et qui ont assumé leur statut. Et ça n'empêche pas que c'est des mecs qui ont aussi beaucoup perdu. Et en fait, bah oui, parfois on ouvre trop sa bouche et derrière on perd. Bah c'est comme ça. Mais après, il y a ouvrir sa bouche en étant arrogant et en chiant sur les autres, hein, littéralement, même si c'est un peu vulgaire. Et il y a assumer son statut juste et assumer ce pourquoi on est venu. Moi, parfois, j'ai eu la chance, voilà, d'entraîner sur du sauvetage sportif, en équipe de jeunes pendant des années, une aventure exceptionnelle, des jeunes que j'ai eu tout petits et que j'ai formés jusqu'aux équipes de France et championnats du monde pour certains. Je suis parti à la guerre avec eux plusieurs fois sur des championnats parce que j'ai continué de pratiquer. Et parfois, je pense qu'ils me prenaient pour un fou, alors que je leur disais, mais moi, quand je monte sur le plot, ouais, ok, je me suis pas entraîné de l'année, mais moi, j'ai envie, j'ai confiance en ce que je peux faire, et je suis content d'être là, je suis content d'être là avec vous, et je vais me battre. Et parfois, quand je leur disais, non, mais là, je vais gagner. Ça, j'ai envie de le gagner, ou ça, non, je suis prêt, je suis serein. Nous, en sauvetage, on a une épreuve un petit peu particulière avec un lancer de corde. En fait, on doit lancer la corde à un athlète qui est à 12,50 m du bord et le ramener. Donc, il faut enrouler la corde, la lancer et le ramener. C'est juste ça. Il y a une vidéo qui est sortie qui a fait un peu le buzz l'an dernier. Il y a les Australiens qui ont battu le record du monde et ils ont mis 8 secondes 6, je crois, pour faire ça. C'est assez impressionnant à regarder. Mais en fait, cette épreuve-là, elle fait peur à tout le monde parce que c'est une épreuve de concentration. C'est encore une fois, tout à l'heure, je te parlais de biathlon, c'est la même chose. C'est être capable de, sur l'instant T, faire focus sur soi-même et faire focus sur ce qu'on doit faire. Et j'ai passé 7 années d'affilée à être sur les podiums des championnats de France sur cette épreuve-là, en l'annonçant à chaque fois à mes athlètes en disant, mais oui, il n'y a aucun problème. Parce que c'est même pas question d'avoir travaillé la chose. C'est une question de se dire, bah, sur le moment, on va assumer et on va faire ce qu'on doit faire et avoir ce relâchement, cette capacité à être concentré sur les gestes, sur ce qu'on doit faire abstraction des autres. Et c'est souvent ça la clé parce qu'il y a énormément de sportifs qui font pas forcément abstraction des autres et qui accordent une trop grande importance à ce qui se passe autour d'eux. Parfois, ça va être sur une course, quelqu'un qui va partir trop vite et puis oh bah je vais le suivre parce que la course elle part. Parfois oui, mais parfois il faut se connaître aussi et il faut savoir où se situer et il faut savoir faire abstraction aussi. Donc c'est voilà, il y a plusieurs façons, je pense, de réussir, mais le mental il prend une très très grosse partie. Et moi, je suis pas préparateur mental, j'ai pas passé de diplôme dans ces trucs-là, mais mon expérience sportive fait que je me rends compte tous les jours que ça bouffe des gens dans la pratique et dans leur plaisir sur le jour de course ou de performance. Ça leur gâche des choses, ça leur enlève des moments de joie, de réussite.
Après, ça fait partie des épreuves de la vie aussi, et ça leur permet de grandir de tout ça et d'apprendre sur eux. Et un jour, ils arriveront à comprendre toutes ces choses-là, puisque moi aussi, j'ai été bouffé par ces choses-là il y a quelques années, et je pense que c'est la maturité qui m'a permis de passer le cap, quoi. Ok. On va doucement se diriger vers la fin de cet échange passionnant. On parlait de ton entreprise tout à l'heure. Tu marques une étape importante de cette entreprise, c'est que tu as signé un partenariat avec une marque de nutrition. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Moi, ça fait quelques années que je travaillais avec une personne qui avait une marque de textile dans la natation et une marque de nutrition. Sa marque de nutrition, en fait, elle était pour les professionnels, donc clubs professionnels, que ce soit en cyclisme, enfin des équipes qui faisaient le Tour de France, ou clubs professionnels en football, Olympique de Marseille, Monaco, Clermont-Auvergne en rugby, Nantes en handball par exemple, enfin des pointures en fait de discipline. Ils travaillaient en marque blanche, ça veut dire qu'ils produisaient directement pour eux. Ça marchait plutôt bien. Et finalement, le textile, c'est vrai que tout le monde fait du textile. C'est compliqué forcément de se démarquer. Les marges, les productions, quand tu veux travailler 100% français, bah, parfois ça coûte quand même beaucoup plus cher que de faire produire ailleurs et tout ça. Et en gros, il y a eu bah, une envie de développement plus sur la nutrition sportive et aller apporter un peu l'expertise de haut niveau et de performance professionnelle sur le commun, en gros sur le pratiquant lambda. Donc en gros, proposer des produits de qualité, des produits français, des produits adaptés à la pratique, normes antidopage, etc. Une gamme assez simple dans un premier temps. Donc moi là je suis en charge des partenariats avec les clubs sportifs. Donc je peux être amené à répondre à des besoins éventuels de certains clubs sportifs. La nutrition sportive, je pense que c'est bon pour le triathlon, la quatrième discipline du triathlon. Mais finalement, dans les autres disciplines, c'est aussi très important. On aurait tendance à se dire que parfois les jeunes, les plus jeunes, ils n'ont pas forcément besoin de nutrition sportive. Au contraire, c'est eux qui sont en pleine croissance, en plein développement, qui sollicitent chaque jour. Et pourtant, bah, ils prennent énormément de nourriture modifiée au quotidien. J'entends parfois des gens dire oh mais on ne sait pas ce qu'on va leur donner si on leur donne ça, etc. Bah si, au contraire, on va vraiment savoir ce qu'on va leur donner, parce que déjà sur l'étiquette il y aura tout, et ce sera toujours mieux qu'un Coca ou qu'un Red Bull pour pour faire les compètes. J'ai vu tellement de choses particulières moi pendant des années, et en fait j'avais pas spécialement la réponse, et en fait c'est assez mal vu en France aussi, la nutrition sportive. Ça commence à aller un peu mieux, mais moi je me rappelle il y a 15 ans, quand je commençais vraiment le haut niveau et que il fallait bah, complémenter. C'était pas forcément évident, j'étais pas forcément accompagné, et c'était un petit peu au petit bonheur la chance. Donc moi j'aimerais bien bah, apporter ça aussi aux clubs sportifs, aux fédérations éventuellement aussi. Donc là j'ai eu des discussions il y a assez peu de temps avec certaines fédés, pour pouvoir apporter bah, un gage de qualité, et que les gens voilà, ils puissent faire confiance et avancer là-dedans. Donc voilà, je trouve que moi ça me permet aussi d'avoir une multicasquette. C'est ça qui me plaît le plus actuellement, hein, c'est de se dire bah j'ai pas forcément d'attache, je vais aller donner un coup de main au club du coin en natation, je vais aller encadrer et développer mon club de triathlon, je vais aller proposer des stages de natation découverte, des stages de natation libre, je vais aller proposer des stages de triathlon, performance, découverte, des stages pour les jeunes, des stages pour les moins jeunes, etc. Et en gros c'est voilà, avoir tout ce panel-là. Et du coup, c'est vrai que sur la nutrition sportive, bah, il y a l'avantage, ils ont gardé la possibilité de faire du textile quand même, et du coup, de pouvoir apporter aussi cette chose-là au club, et de pouvoir communiquer plus facilement aussi avec les adhérents sur cette marque de nutrition.
Et voilà, après c'est des produits simples, hein, c'est des boissons d'effort, des boissons de récupération, comme on peut trouver dans le commerce un peu partout. Donc après il y a des petits produits qui se démarquent un peu plus que les autres. Donc ça fait quelques semaines là que je travaille avec Influate. C'est une marque française basée en Auvergne et ça me tient à cœur de travailler avec eux parce que c'est vraiment des gens qui me font confiance aussi depuis quelques années et avec qui j'ai pu échanger sur du textile parce que le textile, ça me plaît aussi beaucoup. C'est faire un peu pas mal de petites choses, mais toujours avec beaucoup d'envie et encore une fois pour accompagner, pour améliorer le quotidien des gens et des sportifs et même dans Rise and Race, dans la société, enfin, le coaching que j'ai créé, c'est aussi pouvoir proposer aux gens des avantages de partenariat avec des gens en qui j'ai confiance. Ça peut être des magasins de vélo, ça peut être marques de roues de vélo par exemple, qui m'ont accompagné pendant pas mal d'années aussi dans ma pratique sportive de performance et qui continuent de m'accompagner. Voilà, là j'ai une marque aussi de natation pure et de natation au libre, combinaison, triathlon, etc. Des Boer, qui est du coup une marque néerlandaise. Mais voilà, j'ai la chance d'avoir quelques partenariats aussi pour pouvoir avoir le meilleur matériel possible et pouvoir accompagner encore une fois mes athlètes dans leur pratique sportive et les conseiller au mieux, quoi. Voilà. Trop bien. Félicitations, parce que c'est toujours compliqué d'avoir les partenariats, les collaborations, c'est toujours dur à trouver. C'est un moment important parce que ça change de dimension et puis en termes de charge mentale, c'est pas du tout la même chose. Moi, Swim Smart, je viens de signer mes premiers partenariats avec la Maison de la Piscine, avec EducaSwim, donc très content de ça. Je suis à la recherche d'une marque justement de combinaison parce que cette année, je me lance dans le swimrun. Ah, Je vais découvrir le swimrun. J'ai déjà invité un champion du monde, Bertrand Soulier, Marie avec qui je vais le faire. Donc voilà, je suis à la recherche actuellement d'une marque. Donc si tu as des contacts, n'hésite pas. S'il y a des marques qui entendent, vous n'hésitez pas. Mais alors l'aventure 2026 sera chargée. malheureusement, sur des bowers, ils font pas de swimrun. Ils sont que sur natation libre et natation course et triathlon du coup. Mais oui, après, les marques à l'heure actuelle, je pense qu'elles ont besoin de visibilité, elles ont besoin de communication à leur sujet. Elles ont pas forcément besoin de donner du matériel, donc parfois c'est souvent des situations d'échange et de partage qui va les séduire. Et je pense que ce que tu fais avec Swim Smart, ça a l'air d'être assez cohérent. Donc je doute pas que des marques de natation et de swimrun puissent t'accompagner dans ton projet. Merci. Une dernière question pour finir cet échange. Toi qui as fait du sauvetage sportif, comment tu apprendrais le rétropédalage à quelqu'un? Parce que c'est moi qui fais du water polo, qui a entraîné et tout, c'est toujours la croix et la bannière pour le rétropédalage. Je pense qu'en sauvetage sportif, tu dois en faire aussi. Donc vas-y, ta carte blanche, apprends-moi le Alors, rétropédalage. alors là, tu me mets la question piège. Parce qu'il faut savoir que j'ai appris le rétropédalage à 0 personne dans toute ma carrière. Voilà. C'est-à-dire qu'en natation, on ne fait pas de rétropédalage et en sauvetage non plus, parce qu'en sauvetage sportif, on n'utilise pas ce genre de technique. Je t'invite à regarder, mais du coup, on nage en crawl avec le mannequin. Donc, du coup, ça Avec marche le pas. mannequin en crawl? Ouais, on nage en crawl avec le mannequin. Donc du coup non, ça ne fonctionne pas en rétropédalage. Après pour le rétropédalage déjà, dans un premier temps, il faut avoir les ciseaux de brasse. Et du coup, je pense qu'il faut déjà partir de cette base-là. Et après essayer de dissocier du coup une jambe après l'autre. Mais si je devais apprendre du rétropédalage, ce serait comme ça que je fonctionnerait. Et après mettre de la résistance. Effectivement, dès qu'on commence à sortir une main, une deuxième main de l'eau, etc., on crée du poids, on crée de l'appui,
Et forcément, il y a les sensations qui commencent à arriver et c'est quand on ressent les choses qu'on arrive à les maîtriser, à les faire. Donc je partirais plus dans cette orientation-là. Mais je suis désolé, j'ai pas beaucoup de backup à ce niveau-là parce que je l'ai pas appris. Non, mais je suis un peu dégoûté. Je suis un peu dégoûté parce que je m'étais dit, le jour où je viendrai dans ta piscine faire du sauvetage sportif, au moins je suis fort en rétro, donc je vais pouvoir peut-être compenser un petit peu. Et bah, là, ça me servira à rien. Alors ouais, parce que je pense que tu vas même aggraver ton cas. Parce que ça prend quand même beaucoup plus de temps en rétropédalage. Mais bon, c'est pas grave. Tu pourras toujours. On te laissera peut-être un peu d'avance du coup. Voilà. Non, mais après, moi, voilà, on fera une course, on trouvera un truc pour mettre le rétro en point fort, histoire que j'ai un peu de chance quand Faut même. toujours faire une course. C'est important. Les courses, c'est très important. C'est ça. Euh, Là, on est en fin d'année. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2026? Bah, continuer à m'épanouir dans le sport. Je pense que c'est ça qui m'anime depuis des années et en fait, j'ai pas envie de quitter ce milieu-là. Donc, continuer de m'épanouir là-dedans, pouvoir partager le plus possible avec mes proches. J'ai la chance d'avoir une compagne qui pratique le triathlon avec moi aussi, donc voilà, on ensemble, parfois on court ensemble aussi. J'ai mon fils qui pratique également, donc on roule ensemble aussi. Voilà, c'est donc des bons moments de partage. Et après, si ça se développe bien de mon côté et que ça marche bien, à la fois les partenariats, la marque de nutrition et puis les coachings, les accompagnements avec les athlètes et tout ça. Voilà, mais encore une fois, je pense que le maître mot, c'est le partage, la confiance et tout ça que les gens peuvent m'accorder et c'est ça qui est pour moi le plus important. Trop bien. Quelqu'un qui veut se lancer en 2026, il peut te contacter pour mettre ça en place ou t'es plein? Comment ça se passe? Pour le moment, je suis pas plein. J'ai encore des places. Je sais pas trop à combien limiter les places en coaching. Parce que déjà, je me rends compte que avec parfois la moitié, voire même un tiers de ce que d'autres ont, bah, je me rends compte que ça me prend quand même beaucoup de temps, que ça demande beaucoup de travail. Je fonctionne pas sur les plateformes. J'ai pas envie d'être sur les plateformes parce que j'ai l'impression que ça va quasiment trop me tenter de copier-coller et j'ai pas envie de ça. Donc je travaille à l'ancienne avec la feuille blanche. Ok, d'accord, on a Euh, bien compris. voilà, c'est ça qui me plaît pour le moment. Mais du coup, voilà, pour l'instant, c'est vrai qu'en plus, j'ai fait partir tous mes coachings du premier du mois, donc j'ai des fins de mois où il y a beaucoup à gérer. Mais voilà, j'ai la chance de pouvoir suivre au quotidien déjà leur pratique, c'est déjà bien. J'ai des athlètes qui communiquent pas mal avec moi et qui me font beaucoup de retours et c'est ça qui est primordial pour moi. Donc du coup, c'est assez fluide pour le moment. Donc pour l'instant, je suis pas fermé, mais je me rends compte que quand parfois on m'a parlé de ouais, il faut une trentaine de personnes, je me dis une trentaine, c'est impossible. Oula. Euh, je me dis une trentaine, en fait, t'individualises plus. Après, Ouais. c'est du copier-coller. Et en fait, les gens, ils viennent chercher du premium, ils viennent pas chercher ça. Donc, voilà, j'ai pas envie que les gens ils soient déçus non plus. Moi, j'ai pas envie d'être déçu de moi-même. Donc, j'aimerais pouvoir rester dans un chiffre assez raisonnable, gérable. Et je préfère voilà me dire de temps en temps je fais des petits événements, des petits stages, des petits regroupements, des petits trucs comme ça. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner sur la page pour pouvoir voir un petit peu ce qui va se passer dans la saison. Et ensuite, c'est aussi pour ça que je me lance sur une activité un peu commerciale d'un autre côté, parce que je me dis que ça peut faire un petit complément et qu'en même temps, c'est une part tellement importante dans le triathlon que passer à côté de la nutrition, c'est comme si on décidait de pas s'entraîner dans une des disciplines. Donc voilà, ça me semblait logique et c'est aussi pour ça que j'ai été rechercher un petit peu cette partie-là.
Ça marche. Moi, perso, je me limite à 6. Et au-dessus de 6 athlètes, j'arrive à suivre, mais je prends plus de plaisir. Donc je me bloque Ouais, à 6 parce qu'avec le podcast, avec tout le reste, ça mais je devient comprends. compliqué. Et puis ici, quand tu feras ton stage, j'espère que Swim Smart sera invité pour venir y nager et puis retourner un épisode parce que malheureusement le temps file et il y a encore plein de questions que je t'ai pas posées. Il y a plein Ouais, de thèmes qu'on n'a pas abordés. Par exemple, le run bike, on n'en a pas du tout parlé. Donc voilà, ouais, il y a encore plein de questions. Donc, pas de souci. à ton prochain stage, si il y a de la place pour nous accueillir, avec plaisir que je viendrai. Il y aura Pour, sans doute de la place, je l'espère. Même si j'espère que ça va quand même bien fonctionner. Mais voilà, quand ça va sortir, je suis en train d'y travailler. Quand ça va sortir, tu seras au courant, il n'y a pas de problème. Et ce sera un plaisir d'échanger encore à nouveau. Super. Je te souhaite une très bonne fin de journée. Profite bien des fêtes, profite bien de ta famille et du beau temps. On a bien compris que dans le sud il faisait beau et qu'ici, par contre, il fait froid. Donc profite. Tu C'est as ça. choisi la bonne région. Allez, Il n'y a pas de je te souci. souhaite une bonne fin de Merci soirée. beaucoup et plein de bonnes choses pour de la suite aussi. C'est très gentil, merci.